le mari de Fanny Murray, se moquait qu'elle ait été autrefois une courtisane célèbre, et la trompait constamment. Lorsqu'elle s'en plaignait, il lui jetait cruellement un simple billet de 20 livres. Mais la réponse de Fanny fut si parfaite qu'elle est entrée dans l'histoire. Fanny Murray, née Fanny Rudman, était la courtisane la plus en vue de Londres au XVIIIe siècle. Une jeune fille innocente, précipitée contre son gré dans le demi-monde sordide. Elle deviendrait le point central de plusieurs scandales retentissants qui mirent fin à des carrières. Même après avoir troqué sa vie scandaleuse pour une vie conjugale, elle ne put échapper à son passé trouble. Les détails de l'enfance de Fanny Murray sont en grande partie perdus pour l'histoire. Cependant, nous savons qu'elle est née en 1729, à Bath, en Angleterre, et que son père était un musicien respectable nommé Rudman. Sa mère, malheureusement, est pratiquement inconnue, mais semble être décédée bien avant de pouvoir transmettre à Fanny les subtilités de la féminité. Les amis de son père ne donnaient pas exactement le bon exemple. Le père de Murray était ami avec le célèbre Dandy Bonash, dont le mode de vie flamboyant en faisait également un coureur de jupons notoire. Cependant, leur étroite amitié indique que Fanny a grandi dans une famille de classe moyenne relativement respectable. Jusqu'à ce que la tragédie frappe. Son père décéda, la laissant orpheline à l'âge de 12 ans. Dès lors, elle dut prendre des mesures drastiques pour survivre. En tant qu'orpheline démunie, Fanny tomba dans la pauvreté. Ses perspectives n'étaient guère prometteuses, mais elle avait un esprit entreprenant. Elle parvint à gagner juste assez pour survivre en vendant des fleurs dans l'abbaye et à l'extérieur des salles de réunion à Bath. Cela lui offrait une excellente occasion d'observer les gens, et ce qu'elle vit la choqua. En vendant ses fleurs, Fanny remarqua que les hommes riches semblaient avoir à leurs bras de belles femmes qui n'étaient pas leurs épouses. Elle-même, assez charmante pour une jeune fille, se demanda comment elle pourrait devenir l'une de ces femmes entretenues. Malheureusement pour elle, pendant qu'elle observait ces dames, quelqu'un d'autre l'observait. Fanny vendait de belles fleurs, mais un jour fatidique, elle rencontra un client intéressé par une fleur d'un tout autre genre. La jeune orpheline rencontra John Spencer, le petit-fils du légendaire général John Churchill, premier duc de Marlborough. Spencer, un libertin encore plus notoire que Nash, séduisit Fanny et lui ravit son innocence. Malheureusement, ce n'était que le début de ses épreuves. Spencer lui avait volé son innocence. Les conséquences furent brutales. Après l'avoir abandonnée, elle tomba dans un cercle encore plus sombre. Son client suivant était un capitaine de l'armée, et apparemment, quelques vauriens et personnages louches suivirent. Sa vie aurait pu s'achever dans le caniveau si un certain gentleman n'était pas intervenu. C'était la dernière personne qu'elle aurait pu attendre. De toutes les personnes venues à son secours, Fanny n'aurait jamais pu prévoir que ce serait Beau Nash. L'ami de son défunt père vit la pauvre fille dans le besoin, mais repéra le potentiel qu'elle avait pour faire plier les hommes puissants en sa présence. Âgé d'une 60aine d'années, il invita Fanny à vivre avec lui, comme sa compagne. Son monde allait changer radicalement. Il est probable que Nash ait profité du malheur de Fanny pour satisfaire son appétit insatiable pour le plaisir. Cependant, contrairement aux autres hommes de son passé, Nash la payait pour ses services. Il lui fit découvrir les plaisirs raffinés de la vie et lui apprit beaucoup sur les hommes de la haute société et comment les manipuler. Ces nouvelles compétences allaient bouleverser la capitale du pays. Après quelques années, en tant que maîtresse de Nash, Fanny était prête à voler de ses propres ailes. Bien qu'elle n'ait que 14 ans, elle quitta Bath et s'installa à Londres, où vivaient tous les grands dépensiers. Cependant, elle savait que pour gagner de l'argent, il fallait en dépenser. Malheureusement, elle n'en avait pas. Sa pauvreté la poussa à prendre des mesures extrêmes.
Sans un sou, Fanny devint une dress lodger. Il semble probable que Nash, toujours à Bath, fut son bienfaiteur. Tout comme avec John Spencer à Bath, la beauté de Fanny attira l'attention d'un autre homme influent et plus âgé. Cette fois, cependant, il s'agissait de Jack Harris, l'un des principaux proxénètes de Londres, qui remarqua la jeune fille de la campagne avec ses yeux d'apparence innocente. Mais avant de la prendre comme cliente, il devait s'assurer d'une chose. En tant que principal fournisseur de femmes à Londres, Harris avait une réputation à protéger, ce qui signifiait qu'il devait aller jusqu'à des extrêmes inquiétants avant d'embaucher Fanny. Avant d'accepter de travailler avec elle, il la fit examiner pour détecter d'éventuelles maladies. Heureusement, ses rencontres antérieures ne lui avaient laissé aucune maladie, du moins physique, et Harris l'inclut dans son livret, Harris List of Covent Garden Ladies. C'était exactement le genre de publicité dont elle avait besoin. Avec l'aide de Harris, il ne fallut pas longtemps avant que Fanny Murray n'ait une liste lucrative de clients, composée d'hommes apparemment respectables et puissants. Il y avait juste quelques détails à falsifier d'abord. Bien que Fanny ait été une travailleuse du sexe pendant des années, le livret de Harris la décrivait comme un nouveau visage. Ce n'était pas le seul mensonge qu'elle et Harris racontaient. Les courtisanes respectables, comme Fanny ambitionnait de l'être, devaient être majeures pour protéger l'honneur de leurs clients. Cependant, lorsqu'elle s'associa à Harris, Fanny avait encore moins de 17 ans. Sciemment ou non, Harris, dans son livret, la présenta comme ayant presque 19 ans la saison suivante. La petite tromperie de Fanny porta ses fruits. Avec l'aide de Harris et ses propres efforts, Fanny Murray conquit la scène de Covent Garden comme une tempête. Ses compétences uniques et sa beauté fraîche la rendirent rapidement l'une des courtisanes les plus recherchées de tout Londres, la propulsant au sommet du demi-monde. Elle n'avait aucune idée de la frénésie qu'elle allait déclencher. Bien que Fanny Murray exerçât ses talents à huis clos, elle acquit une réputation très publique. En fait, elle devint si célèbre, pensée à une Kardashian du XVIIIe siècle, qu'elle était sur toutes les lèvres, parfois littéralement. Un célèbre diariste de l'époque écrivit « C'était un vice de ne pas connaître Fanny. C'était une offense de ne pas porter un toast à sa santé à chaque repas. » Elle avait même des admirateurs célèbres. L'engouement pour Fanny et l'obsession pour sa beauté ne peuvent être surestimés. En fait, elle attirait même l'attention d'autres beautés célèbres. Quand Fanny fut l'invitée d'honneur au casino de l'ambassadeur britannique à Venise, elle attira l'attention du célèbre séducteur Giacomo Casanova. Mais s'il voulait un moment avec Fanny, il devrait faire la queue comme tout le monde. En 1749, la Fanny Mania battait son plein. Bientôt, des hommes dans toute l'Angleterre, qui ne pouvaient se permettre un instant en sa présence, encore moins une nuit entière, commencèrent à acheter des gravures mezzo tinto de son portrait. Ils accrochaient ensuite ces gravures chez eux, faisant d'elle le premier modèle de pin-up. Il y avait des comportements encore plus obsessionnels. Les hommes qui ne pouvaient se permettre les services de Fanny, c'est-à-dire tous, sauf les plus riches, s'assuraient quand même de passer du temps avec elle. En plus des pin-ups sur leurs murs, les hommes en Angleterre commencèrent à garder des découpages du visage de Fanny entre les couches extérieures et intérieures de leurs montres de poche. Tout cela devenait trop pour Fanny, à gérer seule. Fanny Murray était plus célèbre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Et sa liste de clients s'allongeait plus vite qu'elle ne pouvait le gérer. Mais avec l'argent qui affluait, elle ne voulait refuser aucune affaire. Alors, elle mit en place une pratique étrange. La rumeur raconte que Fanny engagea une doublure pour répondre à la demande croissante de ses services. Elle partagea peut-être ses secrets avec plus d'une femme, cependant. Même si Fanny Murray parvenait à trouver une armée de femmes qui lui ressemblaient, ce que les hommes voulaient vraiment, c'était elle. Une fois encore,
elle prouva son esprit entrepreneurial en publiant un pamphlet intitulé « The Careless Maid », qui donnait ses conseils pour devenir une parfaite dame française. Mais une publication encore plus scandaleuse portait son nom. Fanny Murray devint presque synonyme de la vie et des aventures des courtisanes. Ainsi, elle fut probablement l'inspiration du roman de John Cleland, Memoirs of a Woman of Pleasure, ou Fanny Hill. Ce roman scandaleux racontait l'histoire d'une orpheline modeste qui s'éleva au rang de courtisane, reflétant étrangement l'histoire de Fanny, illustration à l'appui. Elle inspira l'une des interdictions de livres les plus sévères de tous les temps. Bien que la liste de clients de Fanny inclue de nombreux hommes influents du gouvernement, ils n'étaient pas ravis de voir leurs escapades romancées dans Fanny Hill. Mortifiés d'avoir leurs méfaits ainsi exposés, ils allèrent jusqu'à des extrêmes pour couvrir leurs petits secrets inavouables. Le gouvernement interdit le livre et accusa Cleland de corrompre les sujets du roi. Le scandale ne fit qu'aggraver la Fanny-mania. La crise de Fanny Hill propulsa la Fanny-mania à son paroxysme. Pour ses clients gentlemen, elle était désormais un fruit défendu dangereux. Pour les femmes de Londres, elle était un symbole de rébellion et d'indépendance qu'elles voulaient imiter. Ainsi, Fanny devint une icône de mode unique, les femmes voulant porter tout ce qu'elles portaient, ou ne portaient pas. Il ne faisait aucun doute que Fanny Murray était belle, mais pas parfaite. Comme l'un de ses contemporains le dit, son visage était charmant, bien que légèrement imparfait. Ainsi, Fanny portait toujours un chapeau à large bord sur mesure, appelé le Fanny Murray Cap, pour dissimuler ses légères imperfections. Mais les autres tendances de mode qu'elle lançait ne cherchaient à rien cacher. Un essayiste de l'époque se plaignit de l'impact de Fanny sur la scène de la mode londonienne. Il écrivit « Si Fanny Murray choisit de varier la mode de ses vêtements, immédiatement, chaque Lucrèce en ville prend note du changement et copie modestement l'original audacieux. » Les gens suivaient même les modes outrageusement indécentes de Fanny. Au sommet de sa gloire et de sa fortune, Fanny Murray décida qu'il était enfin temps de capitaliser. Elle devint la maîtresse de longue date de John Montagu. Montagu était si obsédé par Fanny qu'il gardait un portrait de son corps dénudé dans sa maison, qu'il exhibait fièrement à tous ses invités. Mais il ne la garda pas pour lui seul. Montagu présenta Fanny au Hellfire Club, un club secret et exclusif de grands libertins qui avaient des besoins d'un lieu sûr pour pratiquer leur débauche. Montagu amenait fièrement Fanny aux événements du club, où elle participait en tant que nonne. Bien sûr, elle n'était pas le genre de nonne auquel vous pensez probablement. Les activités du Hellfire Club incluaient des éléments sataniques. Les événements sont à peine descriptibles, mais disons simplement qu'ils firent maintenant même rougir Fanny. Les événements indicibles du Hellfire Club qu'elle avait vus allaient finalement revenir la hanter. Après ce qu'elle avait vu au Hellfire Club, Fanny Murray était prête à se ranger et à s'éloigner du demi-monde. En fait, elle voulait devenir une femme respectable, ou quelque chose s'en approchant. Elle épousa donc un noble mineur, Sir Richard Atkins, pensant qu'il pourrait la soutenir financièrement. Elle se trompait. Pour Fanny Murray, les vieilles habitudes étaient difficiles à abandonner. Ni elle, ni Atkins ne restèrent fidèles l'un à l'autre pendant leur mariage. En fait, leur mariage était carrément tumultueux, car Atkins continuait à dépenser sans compter pour d'autres courtisanes, y compris certaines des plus grandes concurrentes de Fanny. Puis Atkins l'insulta, d'une manière qu'elle ne pouvait pardonner. Fanny Murray était habituée à gagner son propre argent en tant que courtisane la plus convoitée du demi-monde. Mais en tant que femme mariée, elle devait dépendre d'Atkins pour l'argent. Malheureusement, il dépensait tout son argent pour les anciennes concurrentes de Fanny. Alors quand elle se plaignit de ne pas avoir assez d'argent de poche, il lui lança un billet de 20 livres.
Ce qu'elle en fit était choquant. Même à un tarif réduit, Fanny aurait pu exiger bien plus qu'un misérable billet de 20 livres. Alors, quand Atkins tenta de la congédier avec une somme aussi pathétique, elle ne put s'empêcher de se sentir insultée. Furieuse, elle lui répondit « Au diable vos 20 livres, qu'est-ce que ça signifie ?» Elle plaça ensuite le billet entre 2 tranches de pain et le mangea. Compte tenu de ce qui se passa ensuite, elle aurait mieux fait de mettre cet argent dans une tirelire. Après quelques années d'un mariage malheureux, les choses entre Fanny et Atkins prirent fin abruptement lorsqu'Atkins décéda de manière inattendue. Bien qu'il n'y ait eu aucun amour perdu du côté de Fanny, elle perdit une chose, la sécurité sociale. Atkins avait dilapidé toute la fortune de sa famille, laissant Fanny avec une montagne de dettes. Elle allait avoir besoin de tout son esprit entrepreneurial pour s'en sortir. À 27 ans, Fanny Murray avait dépassé son apogée et ne pouvait plus compter sur sa beauté pour gagner de l'argent comme avant. Incapable de rembourser les dettes laissées par Atkins, elle fut envoyée dans une sponging house, une sorte de prison pour les gros débiteurs. Mais la seule chose qu'elle absorbait dans cette maison, c'était des ragots juteux et lucratifs. Fanny s'était déjà sortie de la pauvreté auparavant, avec rien d'autre que son ingéniosité. Cette fois ne serait pas différente. Après seulement quelques semaines ou mois dans la sponging house, elle apprit que John Spencer allait se marier. Il se trouvait être le fils du John Spencer aîné, l'homme qui l'avait déshonoré quand elle n'avait que 12 ans. Elle vit une manière ingénieuse de transformer cette information en argent liquide. En réfléchissant à cette nouvelle captivante dans sa petite cellule, Fanny espérait que le jeune Spencer était un homme honorable. Après mûre réflexion, elle écrivit une lettre de supplication à Spencer et à sa future épouse, décrivant ce que le Spencer aîné lui avait fait dans sa jeunesse. Essentiellement, elle blâma le père de Spencer pour avoir mis sa vie sur la trajectoire qu'elle avait suivie. Son pari fut payant. Heureusement, le jeune Spencer était un homme meilleur que son père. Comme Fanny l'avait espéré, le jeune Spencer lut sa lettre et eut pitié d'elle. Voulant réparer les méfaits passés de son père, Spencer accepta de verser à Fanny une pension annuelle de 200 livres. Ce n'était pas tout à fait la fortune qu'elle avait espérée, mais c'était un bon début. Sa véritable récompense était encore à venir. Spencer savait ce dont Fanny avait besoin, plus que de l'argent. Elle avait besoin d'un bon mari. Il présenta la courtisane retraitée à l'acteur et propriétaire de théâtre éminent, David Ross, l'un de ses proches amis. Les détails sont rares, mais il semble que Spencer ait convaincu Ross d'épouser Fanny, utilisant les 200 livres comme une sorte de dot. Il s'avéra être un excellent entremetteur. Avec des fiançailles avec David Ross, Fanny Murray obtint quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu auparavant. Elle redevint membre de la société respectable, et selon tous les témoignages, Fanny et Ross jouissaient d'un mariage heureux. Cependant, même avec ce nouveau départ, elle ne pouvait échapper à son passé. En 1763, un vieux poème du journaliste et politicien radical John Wilkes refit surface et menaça de ruiner la réputation réhabilitée de Fanny. Le poème « An Essay on Women » était une parodie grivoise et explicite de « An Essay on Man » d'Alexander Pope. Il parlait entièrement de Fanny Murray. Le contenu du poème la choqua même elle. La première ligne du poème, que Wilkes avait probablement écrite au sommet de la gloire de Fanny avec Thomas Potter, était « Éveille-toi, ma Fanny ». Cette ligne était trop posée pour la société très religieuse de l'époque, mais cela ne faisait qu'empirer. Le poème se terminait avec Wilkes, comparant Fanny à la Vierge Marie, concluant que la courtisane était plus vertueuse, car elle n'avait pas d'enfant. Le scandale était sur le point de se transformer en controverse majeure. Son ancien admirateur et amant, Montagu, saisit l'occasion pour utiliser le poème à son avantage. Il voulait se venger de Wilkes pour un événement au Hellfire Club que Fanny avait probablement vu.
Wilkes avait réussi à effrayer Montagu avec une farce bien orchestrée, humiliant Montagu devant ses amis et sa maîtresse. Le passé sordide de Fanny allait devenir une affaire publique. Bien que Montagu ait été autrefois le client numéro 1 de Fanny, il voulait se venger plus qu'il ne voulait de cohérence morale. À l'horreur de Fanny et de Wilkes, Montagu lut des parties du poème scandaleux et obscène à la Chambre des Lords, qui le dénonça comme blasphématoire et obscène. Ils expulsèrent ensuite Wilkes pour l'avoir écrit. Fanny ne pouvait qu'espérer échapper elle-même aux retombées. Bien qu'elle fût le sujet du poème, Fanny Murray parvint à échapper au scandale en grande partie indemne. Montagu, cependant, n'eut pas cette chance. L'un des personnages du nouvel opéra, The Beggar's Opera, Jimmy Twitcher, commit une trahison similairement hypocrite. Le public commença à surnommer Montagu Twitcher pour son acte de tromperie. Mais Fanny avait des problèmes personnels. Heureusement, la plupart des critiques épargnèrent de Fanny dans la controverse, qualifiant sa contribution de simple convention littéraire. Cependant, elle n'échappa pas aux conséquences personnelles. Son mariage souffrit de voir son passé ainsi exposé publiquement, mais son mari Ross n'était pas non plus à l'abri des scandales. Après l'incident du poème problématique, Ross, le mari de Fanny, devint lui-même le sujet d'un scandale poétique. Un auteur anonyme écrivit un poème dénigrant les talents d'acteurs de Ross et jetant le déshonneur sur leur foyer. Fanny offrit 21 livres à quiconque pourrait identifier l'auteur. On ne sait pas si elle réussit, mais elle obtint son happy ending. Selon les archives historiques, Fanny et Ross ne semblent pas avoir eu d'enfants. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas connu un mariage largement réussi. Une des biographies de Ross louait Fanny, disant « Quelles qu'aient été ses indiscrétions passées, Fanny s'est conduite en épouse avec une prudence et une discrétion exemplaires. » La vie de Fanny Murray fut un tourbillon de beauté, de scandales et de réinventions. D'une vendeuse de fleurs à la courtisane la plus célèbre de Londres, elle navigua entre les hauts et les bas de la gloire, avec esprit et résilience. Son mariage avec David Ross marqua un tournant, passant du tumultueux demi-monde à une vie de stabilité et de respect. Bien que les scandales de son passé restèrent dans la mémoire collective, elle parvint à se redéfinir, gagnant l'admiration pour sa dignité dans ces dernières années. L'histoire de Fanny est celle de la survie et de l'adaptabilité, laissant un héritage en tant qu'icône culturelle et symbole de réinvention dans la société du XVIIIe siècle. Quel dénouement surprenant pour l'histoire scandaleuse de Fanny Murray. Merci de regarder History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour plus de faits incroyables sur tout.